Charlotte Dornelas. Alors, l'attentat qui a frappé Moscou nous a forcément interrogé sur ce qui pourrait à nouveau arriver chez nous. Et on va s'interroger avec vous justement sur l'état de la menace en France. Oui, alors c'est vrai que ce week-end, je l'évoquais un peu tout à l'heure, mais il y a eu 2 temps dans la réaction, on va dire, du gouvernement et d'Emmanuel Macron en particulier. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait lancé, vous savez, il était à Bruxelles ces derniers jours, il lance tout son projet, il veut convaincre les Européens un à un, les Français en particulier. Il assumait il y a quelques jours de décrocher le fait que les Français ne soient pas d'accord, mais c'était son devoir quand même d'aller mobiliser sur l'Ukraine. Et là arrive un attentat qui par ailleurs ne peut pas rappeler celui du Bataclan à tous les Français qui ont vu leur écran et qui se sont rappelés qu'il y avait une menace existentielle première dans leur vie. C'est pas une question morale en l'occurrence, c'est de savoir qui risque de me tuer demain. Bon bah 100% des Français ont la réponse dans la hiérarchie justement de ces menaces-là, qui n'est pas celle qu'Emmanuel Macron portait 2 jours avant, à savoir la Russie. Non pas que les menaces ne peuvent pas s'additionner, simplement là en l'occurrence pour les Français c'est absolument évident. Donc on a vu un Emmanuel Macron qui a peiné à réagir. Je le dis d'autant plus facilement que il a parlé dans le JDD précisément sur cette question de l'Ukraine, donc pendant 2 jours, et au moment de l'attentat, quand il a fallu réagir, c'était vraiment une volonté de ne pas participer du récit de la hiérarchisation des menaces. Donc c'était vraiment une volonté de se distancier. D'autant plus, et ça je l'ajoute à leur crédit, entre guillemets, d'autant plus que, en effet, l'Ukraine et la Russie s'accusant mutuellement et là même, Vladimir Poutine reconnaît des islamistes radicaux extrêmement tardivement. Il continue à parler de l'implication de l'Ukraine, où ils seraient manipulés, où ils allaient vers l'Ukraine. On est dans un conflit compliqué. Je comprends qu'il y ait une prudence, on va dire, là-dessus. Mais on a vu au fil du temps les Américains et finalement les Français finir par se baser, on va dire, sur la revendication de l'État islamique pour réagir. Et alors là, c'était dans un deuxième temps. Gabriel Attal a très clairement annoncé que le niveau de menace était surélevé, rehaussé, en raison de l'attentat à Moscou. Donc finalement, on a bien un ennemi commun avec la Russie, et on a bien un ennemi commun avec le monde entier, même j'ai envie de dire, parce que l'État islamique, et notamment celui du Khorasan, a fait des centaines de morts à peu près partout dans le monde. Et il y a 2 semaines, interrogé à ce sujet sur la question de la menace islamiste, Gérald Darmanin évoquait une menace première et quasi exclusive en France. Donc là, je rajoute, on va dire, à l'édito de Mathieu tout à l'heure, si le ministre de l'Intérieur, qui a quand même des points assez régulièrement sur ce sujet, nous explique que c'est la menace première et quasi exclusive, je pense qu'on peut le croire. Et hier soir, donc Emmanuel Macron a fini par présider un conseil de défense à l'Élysée, et en effet, on est passé au niveau Vigipirate urgence attentat, en le liant non seulement à la question, à l'attentat de Moscou, mais aussi aux menaces dont vous parliez tout à l'heure sur les écoles qui se sont multipliées ces derniers jours. Alors, qu'est-ce que cela change concrètement pour la France ? Bon, la menace terroriste, elle est toujours très haute. On a les JO, les Jeux Olympiques, dans quelques mois. Et donc, c'est évidemment une préoccupation de tous les instants. On avait déclenché en France l'alerte attentat après l'attentat d'Arras. Et en l'occurrence, on l'avait rétrogradé en janvier. Et là, on le remet après l'attentat. C'est souvent une réaction en fait aux attentats. Il y a 2 choses massives. C'est-à-dire que c'est pas l'État arrête de s'occuper du terrorisme le reste du temps et tout à coup on passe en alerte attentat. Évidemment, c'est vrai, on comprend pas. Mais oui, il y a un renforcement du nombre de militaires qui sont présents sur le terrain, notamment dans les opérations, comment ça s'appelle ? Sentinelle, merci. Donc là, on passe de 5 000 à 7 000, en l'occurrence, sur le terrain, notamment pour renforcer leur présence dans les lieux de haute fréquentation, et là, en l'occurrence, devant les établissements scolaires également. Et il y a un renforcement de la communication aussi. L'État se donne le droit de passer par les sites institutionnels et par les médias pour communiquer sur l'état d'urgence par rapport à un attentat ou en cas de commission d'attentat. Donc c'est aussi, et là Gérald Darmanin insiste beaucoup là-dessus depuis longtemps, une manière de convoquer la société de vigilance, vous savez, et voilà, tout le monde doit réagir et avoir dans la tête que c'est un risque permanent. Mais évidemment que pendant ce temps-là, et quel que soit le niveau de couleur, on va dire, du plan Vigipirate, les services de renseignement travaillent de la même manière sur leurs objectifs. Et là, encore une fois, le ministère de l'Intérieur précise, il y a 50 000 personnes aujourd'hui qui sont suivies en France pour risque islamiste, en l'occurrence. Ils sont en France
ou à l'étranger. Et donc, quand on dit qu'ils sont suivis ou surveillés, il y en a beaucoup qui sont à l'étranger. Et le suivi consiste à surtout ne pas les laisser entrer sur le territoire français. Quand on voit que c'est parfois compliqué d'empêcher les gens de rentrer, il y en a 5000 qui sont capables, de la bouche même du ministre de l'Intérieur, 5000 capables de passer à l'acte du jour au lendemain sur le territoire français. C'est quand même pas rien. Certains parmi ces 5000 sont également à l'étranger, mais donc pourraient venir. Certains sont français et à l'étranger, de nationalité française. Et 800 sont suivis quotidiennement et physiquement par les services de renseignement en France. Donc vous avez quand même 800 personnes, quand on voit ce que sont capables de faire 4 personnes, 800 personnes qui sont suivies physiquement tous les jours par les services de renseignement sur le territoire français, c'est pas rien. Et en effet, la menace est bien réelle. Alors tout cela nous fait peur, hein, quand même, soyons concrets. Charlotte, mais comment comprendre, par exemple, qu'un attentat qui a été revendiqué en Russie, à des milliers de kilomètres de là, puisse avoir des conséquences pour nous en France? La revendication à Moscou, déjà évidemment, on a déjà été frappé par le terrorisme islamiste, donc instantanément, on fait le lien très naturellement tous. Mais en plus, là, il a été revendiqué par l'État islamique du Khorasan. Bon, le Khorasan, en gros, je vais pas faire, je laisserai Dimitri faire la leçon de géopolitique, mais en gros, c'est Afghanistan, Pakistan et plusieurs anciennes républiques soviétiques, quoi, en gros. Et donc, l'État islamique qui est là-bas est aujourd'hui le plus actif. Et surtout, il a la branche d'expansion, on va dire, dans le monde. Ils ont un nombre de publications dans beaucoup de langues étrangères. Ils ont un média en russe, en langue russe, parce que c'est un de leurs terrains, on va dire, de conquête première. Et c'est l'organisation qui inquiète le plus en France, parmi les États islamiques. Donc évidemment, jusqu'à maintenant, c'est pas un nom qui nous était familier, mais le djihadiste de Bir Hakeim avait fait allégeance à l'État islamique du Khorasan, à celui-ci en particulier, en l'occurrence. Et par ailleurs, c'est une menace qui est importante en France parce que, souvenez-vous, aujourd'hui, c'est considéré en Afghanistan comme le groupe le plus sanglant qui soit. Au moment du départ des Américains à Mossoul, c'est 173 morts sur l'aéroport, l'État islamique du Khorasan. Ils avaient fait un attentat sur l'aéroport, 173 morts. C'est en janvier dernier, là, il y a quelques semaines, c'est 100 morts en Iran. Pareil, lors d'une cérémonie. Donc, ils font beaucoup couler le sang, on va dire. Mais au moment, souvenez-vous, où il fallait accueillir les Afghans au moment de la prise de pouvoir des talibans, personne n'a entendu parler de gens plus dangereux que les talibans en Afghanistan à ce moment-là. C'était pas du tout une menace qui existait dans le discours ou qui venait alimenter une quelconque prudence devant les départs en Afghanistan. Aujourd'hui, la question est bien présente en France. Elle inquiète énormément les services de renseignement et c'est l'avis de la patronne de la DGSI là, qui disait que c'était la menace constituée, organisée, la plus forte en France aujourd'hui. Alors vous allez me dire, s'il n'y a pas vraiment de lien avec la Russie, notre lien directement avec l'État islamique du Khorasan, il apparaît encore moins évident. Eh bien si, il est chez nous. Et donc l'État islamique par ailleurs, et l'État islamique du Khorasan en particulier, ont directement visé la France. Ils ont visé Londres, Paris et Rome comme cible d'attentats voulus. Par ailleurs, la deuxième chose, c'est que c'est systématiquement la question du mimétisme qui se joue à chaque attentat, notamment avec des attentats aussi spectaculaires, aussi abominables dans le nombre de victimes et dans la mise en scène, on va dire. Et l'État islamique, et là pareil, de l'aveu des services de renseignement eux-mêmes, l'État islamique qu'on pensait avoir vaincu militairement, d'abord, se reconstitue dans certains endroits du globe, et deux, continue à fasciner la jeunesse concernés par la radicalisation en France. Et là, la patronne de la DGSI, pareil, disait la moitié de nos objectifs à la DGSI sont mineurs, la moitié des objectifs de suivi sont mineurs, et ils ont des profils hautement éruptifs, complètement fascinés par la violence mise en scène par l'État islamique. Donc vous voyez le genre de cerveau à qui on a affaire. Et puis plus vous les prenez jeunes, plus vous êtes inquiet pour ce qui se passera dans 10 ans. Ils se radicalisent extrêmement rapidement, notamment via les réseaux sociaux. Il y a deux dynamiques, disait-elle, qui cristallisent le passage à l'acte. C'est la question du blasphème, 2, le conflit au Proche-Orient, mais vous comprenez bien que n'importe quel attentat le cristallise aussi. Et enfin, la dernière inquiétude sur cette menace, c'est la question des plus anciens, les plus âgés, les plus endurcis, mais aussi les plus idéologisés, et notamment ceux qui sortent de prison. Et là, je cite encore la patronne de la DGSI, parce que comme ça, c'est plus clair. Elle dit il y a quelques repentis parmi eux qui sont toujours suivis quand même, et beaucoup de ceux qui sont sortis de prison ont des comportements prosélytes violents avec un risque de récidive. Donc parmi ceux qui sont sortis de prison, Gérald Darmanin regrettant lui-même il y a quelques jours que les peines de prison à l'époque aient été trop faibles. Peut-être encore notre naïveté était venue se nicher dans le nombre d'années de prison qu'avaient pris ces personnes.